Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e édition donc, de Neuroplanète, se remettre la tête à l'endroit, avec, comme vous l'avez vu, un programme une nouvelle fois très riche et nous sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux. Pendant cette édition, des écrivains, des médecins, des scientifiques, des experts, des sportifs de haut niveau vont nous parler des nouveaux pouvoirs du cerveau, nous enseigner les clés de la réussite, nous apprendre à rester zen, nous faire découvrir les nouveaux traitements contre différentes maladies, nous parler aussi d'écho d'anxiété, ce phénomène un petit peu nouveau. Et pour démarrer cette très belle journée, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Marie Patouillet, donc une femme exceptionnelle, on peut le dire, médecin généraliste, sportive handisport de haut niveau. Marie, donc vous êtes née avec une malformation au pied, à la cheville, une différence de longueur importante entre les deux jambes, et votre rêve d'enfant était de devenir donc une sportive de haut niveau, ce que vous avez brillamment réussi. Vous êtes vice-championne du monde de paracyclisme sur piste à l'épreuve du 500 mètres départ arrêté, double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, et vous préparez Paris 2024. Merci encore d'être avec nous. Nous allons donc évoquer votre parcours. Moi, comme première question, j'ai envie de vous demander à quel moment vous avez souhaité faire de ces difficultés, de ce handicap, une force ? À quel moment ? Je pense que j'ai pas vraiment réalisé qu'il fallait que j'en fasse une force. Je suis née avec, et depuis toute petite, en fait, je suis confrontée au regard des autres, au regard des autres enfants. On tombe très vite dans ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et ça a été en fait ma première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, et il a fallu en fait j'ai pas eu le choix, il a fallu que je rebondisse, donc c'était soit je subissais, soit j'en faisais quelque chose, et aujourd'hui c'est une force. Alors, effectivement, on a intitulé notre conférence « Faute de pouvoir courir, j'ai pédalé », mais vous êtes arrivé finalement assez tard dans le monde du cyclisme, en 2017. Comment vous expliquez cette ascension fulgurante ? Alors, elle paraît fulgurante parce que je suis arrivée dans le cyclisme et dans le paracyclisme en 2017, donc ça fait 5 ans maintenant. Mais je pense qu'elle n'est pas si fulgurante que ça, parce que cette force que j'ai, c'est une détermination qui est assez hors norme. J'ai pas un physique avec des capacités physiques incroyables. Par contre, dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe et pas grand-chose peut m'arrêter. Donc elle n'est pas si fulgurante que ça. Je pense qu'elle s'est préparée inconsciemment depuis des années, et que là, elle explose un peu. Et puis il y a eu cette rencontre avec mon entraîneur actuel, qui est Grégory Boger. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu du cyclisme, il est multiple champion du monde, double vice-champion olympique de cyclisme sur piste. Et il m'a transmis toute son expérience, ses 20 ans d'expérience de haut niveau en l'espace de 3 ans, et ça a été un accélérateur assez incroyable. Alors, il y a effectivement des rencontres qui ont beaucoup compté dans votre vie. Vous venez donc de citer Grégory Boger. Il y a eu, je pense aussi, votre chirurgien orthopédique. Vous pouvez nous en dire un mot ? Et en quoi ces rencontres ont compté, peut-être, justement, pour vous forger ce moral d'acier ? C'est vrai qu'il y a des rencontres qui marquent votre vie, indépendamment des rencontres amicales, amoureuses. Moi, il y en a eu 2. Il y a eu celle de Grégory, dont on a parlé, et puis celle de mon chirurgien orthopédique, qui m'a suivie depuis ma naissance jusqu'à la fin de ma croissance. Ces 2 rencontres, je pense qu'elles ont 3 points en commun. La première et la plus importante, c'est que les 2 ne m'ont pas mis dans des cases. Mon chirurgien m'a toujours laissé libre de pratiquer le sport que je voulais faire, tout en sachant qu'un jour, je ne pourrais plus courir. Donc j'ai pu faire tous les sports que j'avais envie de faire. J'ai surfé, j'ai skié, j'ai joué au hand, j'ai joué au tennis, j'ai nagé, j'ai fait du skate. Aujourd'hui, tout ça, je ne peux plus le faire. Mais au moins, j'ai aucun regret. Et donc, et Grégory, c'est pareil. J'ai pas un gabarit pour faire du sprint, j'ai pas des grosses cuisses, j'ai pas des gros fessiers. Et pourtant, il me laisse m'exprimer sur le vélo, sur le 500 mètres, et on a réussi à aller chercher un titre de vice-championne du monde. Donc il y a cette première chose. Les 2 ne m'ont pas rentré dans des cases et m'ont laissé libre de faire ce que je voulais selon mon plaisir et selon mes rêves. Et puis cette rencontre avec le chirurgien, c'est lui qui m'a donné envie de faire médecine. Alors je suis pas chirurgien orthopédique, mais je suis médecin généraliste et j'en suis très fière. L'anecdote peut-être, quand vous lui avez demandé une greffe de pied ? Oui, c'est vrai. Toute petite, vers 6-8 ans, il y avait déjà les premières greffes de main.
Et je m'étais dit, mais une main, il y a de la motricité fine, c'est compliqué, un pied on s'en fiche, il suffit de le poser, donc pourquoi pas me couper le pied qui est mal formé, puis m'en mettre un autre. Et donc je lui ai posé la question, et puis il m'a gentiment répondu que qu'est-ce que j'allais faire s'il me greffait un pied poilu qui chose du 42, alors que l'autre pied est chose du 39. Et du coup j'ai accepté de garder mon pied mal formé. Et donc, comment est-ce que vous conciliez aujourd'hui votre activité de médecin avec celle de sportive de haut niveau ? C'est extrêmement compliqué parce que c'est deux domaines assez intenses. Quand on fait une journée de consultation, à la fin, on est quand même lessivé. Et quand on fait une journée d'entraînement, c'est pareil, hein, il faut y être à 300%. Je suis extrêmement encadrée pour pouvoir gérer tout ça. J'ai un suivi psy, j'ai une prépa mentale. Et puis, je compartimente énormément. C'est-à-dire que le jour de la semaine où je travaille, je ne touche pas au vélo et j'essaye de ne pas y penser. Et quand je suis sur le vélo, on ne me parle pas de médecine. Et comment vous gérez votre mental sur la piste ? Et j'ai presque envie de dire, comment est-ce qu'on acquiert la gagne ? Tout dépend de la définition de la gagne, en fait. Moi, la gagne, c'est aller sur la piste et faire ma meilleure performance, aller chercher mon record personnel. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'essaye de vider ma tête de toute pensée que je ne peux pas contrôler. Donc, je ne pense pas aux médailles, je ne pense pas à mes concurrentes. Je pense juste à être dans l'instant présent, à me rappeler ce que je sais faire. Et jusque-là, ça a marché. Donc, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut aussi évoquer des moments peut-être un petit peu plus difficiles ? Je pense que vous avez à un moment été réformé de l'armée. Donc là encore, comment est-ce qu'on surmonte les difficultés et est-ce que finalement ces expériences vous ont aidé dans votre carrière d'athlète de haut niveau ? Oui, c'est vrai. En fait, j'ai fait médecine par le biais de l'école du service de santé des armées. À Santé Navale avant que ça ferme, et à la fin de mon internat ma malformation s'est dégradée, j'arrivais plus à tenir une garde à l'hôpital, j'arrivais à peine à marcher 400 mètres et mon quotidien était devenu assez laborieux, donc j'ai été réformée parce que je pouvais plus être apte pour être opérationnelle en tant que militaire, et donc je suis partie dans la médecine civile. Ça a été un gros coup dur parce que je m'y plaisais vraiment dans cette famille de médecins militaires. Et il a fallu... Alors, je ne le vis pas comme un échec, parce qu'encore une fois, je ne peux pas le contrôler, je ne pouvais pas agir dessus. J'avais juste à l'accepter. Et moi, dans ma vie, le sport et la médecine ont toujours été assez liés, c'est-à-dire que c'est par le sport que j'ai découvert le dépassement de soi. C'est grâce au sport que je me suis dit « Ok, personne ne croit en toi pour faire médecine, mais tu vas quand même y arriver. » Et là, c'est par le sport aussi que j'ai rebondi, c'est-à-dire qu'on m'a offert ce dossard pour faire l'étape du Tour, qui est une course ouverte aux amateurs, course de montagne du Tour de France. Et j'ai passé plus de 9 heures sur le vélo, j'ai fait la course avec la voiture balai, mais en attendant, à la fin, je m'étais dit, ok, tu peux plus courir, tu peux pas être médecin généraliste, mais tu peux encore te dépasser et te surpasser. Et à partir de ce moment-là, il y avait un truc qui s'est enclenché dans ma tête et c'était ok, ça allait aller, peu importe ce que j'allais faire, j'arriverais à m'épanouir encore. Alors il y a effectivement quelque chose de très marquant quand on vous écoute, c'est que dans les compétitions, vous courez en presque, j'ai envie de dire, pour la performance, pour votre performance et non pas contre les concurrents. Vous leur souhaitez même bonne chance, je pense, avant chaque course. Je crois que je suis une des seules, quand je croise mes concurrentes, à leur souhaiter bonne chance. Mais en plus, je le fais sincèrement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de gagner sur leur contre-performance. J'ai envie de gagner parce que moi, j'ai été chercher ma meilleure perf. Et donc, ça m'arrive de leur souhaiter bonne chance, oui, effectivement. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous définissez comme une militante, peut-être, pour mieux faire reconnaître les personnes en situation de handicap, leurs capacités, leurs droits ? Oui, je milite pour des causes qui me portent, qui sont vraiment importantes pour moi. Alors le handicap, je fais partie du milieu paralympique, donc rien que de participer à des compétitions, pour moi, ça fait partie du militantisme. Mais c'est par le sport aussi qu'on peut faire passer des messages concernant discrimination de la femme dans le sport, avec encore pas mal de misogynie dans le milieu du cyclisme, discrimination aussi vis-à-vis des personnes LGBT.
qui compte aussi. Quand aujourd'hui, au jeu, on entend des athlètes qui expliquent ne pas pouvoir parler librement de leur orientation sexuelle, alors qu'ils sont dans un milieu de performance où on leur demande d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Pour moi, c'est incompatible en fait avec une recherche de performance, et ça montre bien qu'il y a des problèmes encore d'inclusion dans le milieu du sport. Effectivement. Paris 2024, on peut en dire quelques mots. Votre préparation, vos espoirs aussi? Paris 2024, c'est quand j'ai commencé le paracyclisme, c'était mon objectif. Je ne pensais pas à Tokyo, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Ça va être aussi la fin de ma carrière de paracyclisme. J'aurai 36 ans, et puis je pense que j'aurai envie de vivre autre chose. Alors je resterai, je pense, dans le milieu du sport, mais pas dans la performance. Et c'est là pour moi où je devrais sortir mes meilleurs chronos. C'est là où je pense que mon score et ma tête seront les plus près. Donc j'ai hâte d'y être. Et en termes d'entraînement, vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment vous préparez cette compétition? C'est combien d'heures d'entraînement par jour? Globalement, c'est 15 à 20 heures par semaine. Comment je la prépare? En fait, je m'entoure. J'essaye de m'entourer de toutes les personnes en qui je peux avoir confiance, que ce soit mes préparateur physique, mon entraîneur, prépa mentale, psychologue, nutritionniste. J'essaie de déléguer le plus possible et d'être avec des personnes bienveillantes et qui, je sais, m'emmèneront vers cette performance. Très bien. Et peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle, mais vous êtes un modèle peut-être pour les enfants qui sont aujourd'hui en situation de handicap, qui se demandent comment ils vont pouvoir réaliser leurs rêves. Quel est un petit peu le message que vous pourriez leur transmettre? Comment on arrive à se dépasser par le sport, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres recettes? Déjà, je pense que c'est pas parce qu'on a un handicap que l'activité physique n'est pas forcément possible. Tout est adaptable et très peu de sports le sont pas par rapport à un handicap. Et ensuite, c'est pas parce qu'à l'instant T, un rêve nous paraît irréalisable. Moi, quand je regardais les Jeux d'athlé, les Jeux olympiques d'athlétisme, et que je voyais Marie-Josée Pérec courir, ça me faisait rêver, mais je me disais que mon pied mal formé, c'était impossible. Et 25 ans plus tard, j'ai fait les Jeux paralympiques, j'ai fait 2 médailles, et puis j'ai rencontré Marie-Josée Pérec et on a pu discuter de tout ça. Et en fait, je pense que oui, c'est pas parce que c'est bon timing que c'est pas possible. Il faut juste être patient et puis et avancer. Et un jour, ça se présentera à vous. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on peut mettre un peu de lumière dans la salle, je pense qu'il y a des hôtesses qui vont vous passer les micros, donc n'hésitez pas. On a abordé beaucoup de sujets, à la fois l'enfance, l'école, vos études. Pas de questions pour le moment? Si, alors une question. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ah bon, allez-y, on vous écoute. Je voudrais savoir quelle a été la place des parents et de la fratrie, s'il y en a une, l'encadrement familial. Merci madame. Effectivement, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. C'est un peu compliqué d'en parler. Mes parents, je pense qu'ils étaient aussi perdus que moi par rapport à la malformation. Ça leur a été annoncé à la naissance. Et ils ont décidé de me faire grandir en me disant que les moqueries à l'école, c'est la vie. Alors c'est un peu dur quand on est petit, mais je pense que c'est ce qui m'a forgée aussi. Et je me suis construite, je sais pas trop, un peu seule, je pense. Et aujourd'hui, la famille, c'est le premier supporter? C'est pareil, c'est une question un peu délicate. Non, ma famille aujourd'hui, dans le sport, c'est celle qui m'entoure, c'est celle que j'ai choisie. Après, ma famille génétique, ils m'encouragent, voilà. Mais dans ce que je fais aujourd'hui, je suis plus proche de
mon entraîneur, mon prépa physique, ma psychologue, ma prépa mentale. C'est avec eux que je partage tout ça, que je partage les difficultés, que je partage quotidien. les peurs. Ouais. Très bien, merci. Nous avons une autre question. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur la préparation mentale et davantage un peu développer sur comment vous vous préparez mentalement. Est-ce que vous avez fait appel à de la sophrologie, par exemple, parce qu'il y a des accompagnements bien spécifiques de préparation mentale pour les sportifs, justement? Si oui, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Alors, moi, ma prépa mentale s'est mise en place pendant le Covid, donc c'est assez compliqué, ça s'est fait qu'en visio. On a principalement travaillé tout ce qui était la pleine conscience, l'identification des pensées limitantes, et c'est ce que je voulais dire quand je parlais des choses qui n'étaient pas contrôlables en compétition, c'est-à-dire toutes les pensées où je n'ai pas d'action de contrôle, ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie là-dessus. Donc ça a été le gros axe de travail. On a aussi beaucoup travaillé sur mon niveau d'activation, en fonction de s'il était trop ou trop élevé par rapport à l'approche de la compétition. Et à ce moment-là, il y avait quelques outils de sophrologie qui ont été mis en place. Mais moi, je sais que j'ai un plus gros travail à faire sur les pensées limitantes que sur mon niveau d'activation et ma gestion du stress. Merci beaucoup. Nous avons une autre question sur notre droite. On vous écoute. Bonjour. 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 Pourriez-vous nous faire vivre votre effort Lequel? en compétition? Vous avez le choix entre une 4e place aux 500 mètres au jeu et une 3e place avec une médaille de bronze en poursuite. Celle qui vous plaît le plus? Alors ce sera la 4e place. Oui, parce que 4e place, parce qu'en fait on peut faire une médaille aux Jeux paralympiques et tout en étant frustré et pas satisfaite de sa course, ce qui a été le cas pour moi. Et pour autant faire une médaille en chocolat et être la plus heureuse du monde après cette course-là. C'était une course où j'avais beaucoup de pression, où hormis mon entraîneur et mon staff perso, personne ne croyait en moi par rapport au chrono, parce que j'ai pas un profil pour faire du sprint. Et pour autant, j'ai réussi à être dans l'instant présent, à me débarrasser de ces fameuses pensées limitantes. Et quand j'ai pris le départ de ce 500, c'est un départ qui est très explosif. Le vélo est dans la machine, il y a le beeper, 5, 4, 3, 2, 1, à bip, ça s'ouvre. Et là, coûte que coûte, il faut appuyer sur les pédales, sinon on tombe. Et à ce moment-là, j'ai réussi à être connectée, un peu comme si j'étais au-dessus de mon vélo et que je me voyais pédaler et faire ma course. Et j'ai pris un plaisir fou malgré le lactique qui a commencé à gorger mes cuisses et qui commençait à me faire mal. Ça a été incroyable comme sensation. Et quand j'ai vu le chrono à la fin, peu importe ce que mes 3 autres concurrentes ont fait, de mieux que moi en plus, j'ai été très heureuse. Et même mon entraîneur en avait quasiment une larme aux yeux parce que tout le monde me disait mais moins de 37 secondes Marie avec tes cuisses c'est pas possible. Et au final je suis en 36,5 et je compte bien descendre pour Paris. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Alors moi je vais quand même revenir sur ce que... On va revenir là en arrière, à l'école, parce que c'est vrai que quand les enfants subissent des discriminations ou des remarques sur un handicap ou une différence, ils ont plutôt tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Et vous, au contraire, vous avez voulu prouver par le sport que vous pouviez réussir. C'est quand même une force dès l'enfance. Oui, après je me suis recroquevillée, je me suis isolée socialement, c'est-à-dire que créer des liens pour avoir des amis, appartenir à un groupe, je connais pas. J'avais des amis, 1 ou 2, mais pas plus. Des groupes, je sais pas ce que c'est d'être en groupe d'amis. Et effectivement, c'était à la cour de récré, quand il fallait jouer au foot ou au basket, que je réglais mes comptes parce que je prenais tellement de plaisir et puis j'étais meilleure que tout le monde. Donc à ce moment-là, je leur disais, regardez les gars, en fait, ouais, je suis différente, ouais, vous vous moquez, mais en attendant, c'est moi qui ai marqué. Et voilà.
Et une toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cette conférence, mais voilà, beaucoup de victoires contre le handicap, contre la différence, mais vous l'avez évoqué, il y a des discriminations qui persistent, les femmes, les LGBT, peut-être conclure là-dessus, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les mentalités? Là aussi, vous êtes un porte-parole. Je pense que le sport est un moyen assez facile de les objectiver, ces discriminations, et puis d'y réfléchir. Moi, quand je vais aux Jeux, sur la piste, je suis la seule Française de l'équipe de France, enfin la seule athlète féminine, et de réaliser qu'il n'y a pas une seule, dans le staff, qu'il n'y a pas une seule femme, ne serait-ce dans le staff paramédical, en fait, ça me choque. De me faire masser par des kinés, aussi bienveillants soient-ils, au milieu d'athlètes masculins, je trouve ça gênant. D'avoir des tenues de compétition masculines, alors qu'on sait qu'on a quand même une anatomie pelvienne quand même différente entre les hommes et les femmes, ça me dérange. Et juste de poser les questions et d'en parler, ça commence à faire un peu bouger les choses. Là, je sais qu'ils sont en train de féminiser les staffs et d'arrêter de faire des staffs uniquement masculins, et au moins de laisser aux athlètes femmes la liberté de pouvoir s'adresser soit à un homme, soit à une femme, au moment des compétitions, surtout quand on sait que c'est très chargé émotionnellement et qu'on a besoin de repères et de confort pour pouvoir se sentir bien. Marie Patouillet, un immense merci. On a Merci été très heureux de vous accueillir. On vous applaudit très très fort. Et on sera tous derrière vous, évidemment, au moment de Paris 2024. Merci encore. On se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine session au cœur de l'actualité, un cerveau dans la guerre. Merci beaucoup, à tout de suite.